Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous. Il était une fois un livre reçoit cette semaine Jean-Louis Lozachmer pour parler, nous présenter son livre Bon baiser de Néron, édité chez Edilivre. Bonjour Jean-Louis Lozachmer. Bonjour. Donc, Bon baiser de Néron est une pièce de théâtre. Oui. C'est une expression que vous aimez bien, ça. Ça devient un petit peu récurrent. Les derniers, c'était... Alors, je ne parle pas des voix des chamans, mais je pense notamment à Calypso, ou vos livres sous forme de dialogue. Ça en fait quelques-uns que vous faites. Oui, effectivement, c'est une forme que j'apprécie particulièrement. Pour l'avoir pas découverte, pour l'avoir essayé avec un dialogue entre Jean Giono et Albert Camus. Et j'ai trouvé que cette forme, ça permettait de rendre vivants les personnages, y compris les personnages historiques ou les personnages littéraires. Donc voilà, je trouvais que ça donnait un peu de vie, comme une projection aussi de représentation théâtrale. Donc c'est un petit peu l'idée. D'accord. Et puis c'est peut-être aussi une manière de rendre accessible des fois des personnages justement historiques à un public plus jeune ou un public qui n'est pas forcément versé ou qui n'est pas forcément très... qui a l'habitude de ces... Vous parlez de Molière. Alors, il y a Molière, il y a Camus. Bon, même si ce sont des auteurs étudiés en classe, les adultes n'ont pas toujours une proximité avec ces auteurs-là. C'est une manière aussi de les rendre accessibles à un public plus large. Je pense que le dialogue permet de rendre cette approche un peu plus vivante. Les faire parler, c'est un peu les faire vivre aussi. Oui, puis avec des rencontres improbables. Hein, voilà. Molière et Gainsbourg. Oui, bon, oui. Bah, c'était une tentative un petit peu amusante de réunir deux bêtes de scène, et on imagine qu'après leur mort, avec des siècles d'écart, ils se croisent et ils arrivent à se parler. Ils se croisent au cimetière. Ils se croisent au cimetière et ils arrivent à communiquer avec évidemment deux univers qui s'entrechoquent un peu, avec le décalage dans le temps. Avec le style propre à Molière, qui parle la plupart du temps en alexandrin dans la pièce, et Gainsbourg, qui a son franc-parler qu'on lui connaissait. Oui, parce que ça, vous l'avez bien restitué dans votre texte. Voilà, j'ai essayé d'être assez poli quand même. Enfin, vous avez bien laissé chaque personnage dans son contexte et dans son univers. Et essayer d'établir une communication entre eux, en tant que bête de scène. Bon, c'était réussi. Je vous avais reçu d'ailleurs, oui. On avait présenté ce livre qui s'appelle Le Rideau de Terre, qui est chez Edilivre aussi, qu'on peut toujours trouver. On peut toujours trouver. Voilà, et puis il y avait eu aussi sous forme de théâtre Calypso. Ouais. Ça, c'était le côté... Un épisode de l'Odyssée, au moment où Ulysse, qui est retenu depuis 7 ans par Calypso, va pouvoir enfin partir. Malgré la passion que lui voue Calypso. Avec un marché en main en plus. Avec un marché en main, ouais. Donc là, on fait une petite digression. Donc l'Antiquité avec Néron. Pourquoi vous avez choisi Néron ? Il y a une raison particulière Alors c'est un personnage très ambigu qui très jeune a eu... des pouvoirs importants, voire les pleins pouvoirs, parce que à l'époque, avoir le pouvoir sur l'Empire romain, c'est avoir les pleins pouvoirs sur le monde occidental. Et c'est un personnage qui a plusieurs visages. Alors, si j'ai appelé ça Bon baiser de Néron, c'est un petit peu aussi pour... mais j'attaquais un peu sur le titre, en fait, une accroche, comme en publicité. Bon baiser de Néron, le rapport avec Néron, il y en a quelques-uns quand même. D'abord, Néron, c'est un personnage public, mais aussi un personnage très secret. Donc il y a beaucoup de secrets qui l'entourent. Ensuite, comme James Bond, c'est un grand séducteur,
il aime bien plaire et il aime bien séduire. Donc ça, c'était un petit peu l'accroche que je cherchais à travers le titre, le lien entre James Bond et Néron. Néron, c'est un séducteur, c'est quelqu'un qui a la passion du secret et c'est aussi quelqu'un qui a le permis de tuer, exactement comme James Bond, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui lui déplaisent, eh bien, il a plein pouvoir pour les faire mourir. Et puis lui, de toute façon, les pleins pouvoirs, il se les accorde. Voilà. Il les a pris progressivement. Ça, c'est pas venu tout de suite. Hein, c'est une longue suite de meurtres dans sa famille avant d'arriver au pouvoir. Mais oui, c'est aussi l'époque. À cette époque-là, je veux dire, des fois, on pouvait être empereur 3 mois, et puis il y avait un autre qui arrivait, il restait quelques mois, quelques semaines. C'était un petit peu la roulette russe, quoi, à l'époque. Alors, vous avez pourtant les pleins pouvoirs, mais... Oui, il faut remonter un petit peu dans l'histoire de la famille. On pense souvent que le premier empereur, c'est Jules César, mais c'est pas le cas du tout. Il a failli être empereur, mais les républicains romains, ça leur plaisait pas du tout, donc ils l'ont assassiné. Mais celui qui va devenir le premier empereur, c'est Auguste, son fils adoptif. Et lui, il va régner pendant presque 40 ans, et c'est un règne remarquable. Mais après Auguste, ça va se compliquer parce qu'il y aura beaucoup de meurtres, il y aura beaucoup d'empoisonnements, de liquidations, jusqu'à Néron. Néron était très mauvaise école dans sa famille. Hein. César, c'est assez catastrophique. Donc, l'empereur Auguste, un règne stable. Après, Tibère qui va sombrer dans la folie. Caligula qui va être assassiné à 21 ans, devenu paranoïaque et un peu fou. Claude empoisonné par son épouse. Et enfin Néron qui avait aussi des petits soucis de stabilité psychologique. Légèrement mégalomane. Légèrement mégalomane. Donc en fait, c'est un petit peu... Ce sont des personnages romanesques, quelque part. Oui, alors ce qui se passe en ce moment, c'est que les historiens essaient de réhabiliter un peu Néron en disant que son action n'a pas été si mauvaise que ça pour l'Empire romain. Bon, personnellement, je pense que économiquement, il a quand même ruiné Rome. Et je pense quand même que c'était un enfant gâté devenu très dangereux. Donc je pense qu'on peut le considérer un peu comme un psychopathe. Mais il n'a pas été diagnostiqué comme ça à l'époque. À l'époque, personne n'oserait approcher l'empereur pour lui dire qu'il avait des soucis psychologiques. Hein. Sa mère avait essayé, il s'en est débarrassé. Donc, oui, donc valait mieux aller dans son sens, quoi. Voilà. Donc ce livre, il commence par un prologue. Vous aviez déjà eu ce procédé dans Calypso, où... Alors dans Calypso, on avait un petit lexique pour expliquer les termes. Là, vous avez écrit un prologue en présentant les personnages qui vont intervenir dans les différentes scènes de la pièce. C'est une manière un petit peu de mâcher le travail du lecteur, de le resituer. Oui, enfin, disons que par mon métier, je suis professeur de lettres classiques, donc je connais bien l'Antiquité gréco-latine. Alors pour moi, c'est assez facile de m'immerger, mais j'imagine que si on ne connaît pas du tout cette période, il n'est pas du tout facile de repérer les deux personnages principaux qui sont Néron et Sénèque, et puis savoir que Popée sera la deuxième femme de Néron, qui était Épaphrodite, qui était Tigelin. Situer les personnages, ça me semble important, parce que c'est loin dans le temps. Et même si ce dialogue théâtral est une fiction, il est quand même attaché à des réalités historiques. Donc ce que je dis des personnages, c'est quelque chose qui a vraiment existé. Ce ne sont pas des personnages de fiction. Ils appartiennent à l'histoire. Maintenant, moi j'ai créé ce dialogue qui n'a sans doute pas eu lieu, mais j'ai imaginé qu'il avait eu lieu. Donc alors il est basé sur une histoire de complot quand même. C'est un complot qui n'est pas forcément... Enfin, celui-ci en particulier n'est peut-être pas historique. Le complot est historique. Ce complot-là, oui. J'ai parlé auquel vous faites complot référence. de Pison, en fait. Pison, c'est un noble romain, et avec d'autres nobles romains, ils ont décidé d'éliminer Néron. Donc ils pensent qu'un jour, il ira au jeu du Colisée, dans un couloir, ils ont prévu de le poignarder. Mais un des personnages qui s'appelle Épaphrodite, qui est, on va dire, un affranchi de Néron, quelqu'un qui est très proche, a
est mis au courant de cet attentat projeté. Et donc, la colère de Néron est forte. Et avec la connaissance qu'il a de ce complot de Pison, il va en profiter pour régler ses comptes avec pas mal de personnes, et notamment, c'est le sujet de la pièce, avec Sénèque, son ancien professeur. Oui, c'est un précepteur ou Oui. c'était celui qui l'a formé, qui l'a éduqué quelque part? Tout à fait. Agrippine, la maman de Néron, n'était pas une gentille maman. Donc elle délaissait un peu son fils au fin fond du palais. Et quand il a eu 7 ans, elle a pensé à Sénèque, qui était très connu comme écrivain. Elle a pensé à Sénèque donc, pour éduquer Néron. Et donc c'est Sénèque qui va suivre Néron jusqu'à ce qu'il devienne empereur. Il sera même son premier ministre pendant un certain temps. D'accord. Donc il y a un lien qui est très fort, parce que le père présumé de Néron est mort quand il était jeune, et il était un peu abandonné par sa mère Agrippine, qui avait des amours un peu compliqués, et qui avait surtout très envie de récupérer le pouvoir. Et donc c'est Sénèque qui lui a redonné confiance et qui l'a vraiment éduqué. D'accord. On pourrait dire quelle gratitude. Voilà, mais c'est assez paradoxal, mais je pense qu'on parlait de mégalomanie. Je pense aussi qu'à un moment, Néron, quand il a accédé au pouvoir, n'avait plus de limites. Et donc, il perdait de vue. Il ne supportait pas la moindre remarque. Et un des seuls qui restait pour le calmer, c'était Sénèque. Donc, je crois que c'était un des seuls liens avec sa vie passée. Qu'il a conservé. Qu'il avait conservé et qu'il avait décidé de trancher. Enfin, voilà, d'éliminer. Donc ça, c'est un fait historique. Tout à fait. C'est un fait historique. Il n'y a que les dialogues qui sont l'œuvre du romancier. Voilà, ce qui se passe à l'époque, c'est que, sans doute, Néron et Sénèque ne se sont pas rencontrés. C'est simplement Néron qui a envoyé un officier chez Sénèque pour lui dire qu'il était obligé de se suicider, et sous un certain délai. Donc ça, c'est certainement ce qui s'est passé en réalité. Et effectivement, par la suite, Sénèque s'est suicidé en présence de cet officier. Mais moi, j'ai imaginé que l'ordre, il n'était pas transmis par un officier chez Sénèque, qui vivait en dehors de Rome, mais qu'il y avait un grand compte organisé entre Néron et Sénèque. D'accord, donc en fait, c'est sur le fond, vous avez respecté l'histoire, Voilà. Et c'est sur la forme que vous avez... C'est ça, j'ai imaginé en fait qu'ils s'étaient rencontrés, alors que c'était sans doute pas le cas. D'accord. Là, il a pris beaucoup de gants, alors qu'en fait, il n'a pas dû en prendre beaucoup, quoi. Il a pris des gants un petit peu pour lui présenter son suicide futur. Enfin, des gants, en fait. Il joue un peu au chat et à la souris, en fait, parce qu'il l'accueille très très bien. Devant Poppée, il n'explique pas à sa femme qu'il a demandé à Sénèque de venir pour l'obliger à se suicider. Donc, bon, c'est... Enfin, il a pris du temps, voilà, c'était ça que je voulais dire. C'est un jeu un peu sadique, en fait. C'est Néron, quoi. C'est Néron. Bon, bien écoutez, pour une première présentation, on va en rester là. On va laisser place à un petit peu de lecture. Et en attendant, je vous dis à demain. À demain. À demain. Jean-Louis Lozac meurt, bon baiser de Néron. Tu es César, et à ce titre, tu portes le nom d'une dynastie impériale qu'il faut perpétuer. C'est là que tu te trompes, Tigelin. Ce n'est pas des Césars qu'il faut désormais attendre des prolongations. Tu sais bien que j'ai œuvré pour éviter tous les malheurs qu'ont connus mes prédécesseurs. Pour eux, peu de morts apaisées et calmes, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais je n'ai plus rien à craindre. La voie est dégagée pour Néron et ses descendants. Et avec les efforts qu'il a fallu accomplir pour y arriver. Plus de risque de champignons à la crème empoisonnée, ou de gardes prétoriens trop zélés à la solde d'un proche qui viendrait me trucider à la faveur de la nuit, caché sous mon lit ou derrière un rideau. Tu veilles bien sur moi, n'est-ce pas ? Comme je veille sur toi. Si j'ai confiance en quelqu'un, c'est bien en toi, Tigelin, mon préfet du prétoire. C'est bien mon rôle, tu peux me faire confiance, tu le sais. Ah, la confiance. Cette foi mutuelle que l'on se jure comme des amants tout frais, c'est beau, surtout au début.
Par la suite, elle est comme des légumes conservés dans le vinaigre de la vigilance. Elle est croquante et aigre. Mais de quoi parlions-nous déjà ? Ah oui, de mon éducation remarquable et des talents qu'elle a révélés en moi. Un esprit sain dans un corps sain. Cultiver les fruits de la culture, le goût pour les arts et les lettres, et être un Romain accompli et éloquent. N'avoir pas peur d'affronter directement dans l'arène les meilleurs gladiateurs pour le plus grand plaisir du peuple. Certains me voient comme un bouffon impérial, mais ils n'osent plus le dire. L'essentiel reste que l'empereur puisse faire rire les spectateurs plutôt que de les faire trembler. Pendant ce temps-là, il ne pense pas à en changer. Ah, le peuple ne s'y trompe pas et adore m'admirer aux rênes d'un quadrige, ou suivre mes prouesses herculéennes dans les combats rapprochés. J'aime aussi les meilleures choses que je leur offre, et j'aime la scène. Pour vraiment régner, il me reste une ultime étape à franchir. Fini l'enfance, fini le mépris à peine caché des vieux maîtres. Je veux m'affranchir encore des derniers freins qui nuisent à la prochaine dynastie qui éblouira l'univers. Éliminer les empêcheurs, les coutumes et les mariages arrangés et stériles, les proches trop proches et pesants qui deviennent dangereux. La liberté n'a de saveur que si l'on parvient à la conquérir. Et la mienne n'est-elle pas divine ? Maître, je crois pourtant que tu as obtenu tout ce qu'un mortel pouvait atteindre. Tu as aussi accompli tes premiers pas vers l'immortalité. Tu manques d'imagination, Tigelin. Bien au contraire. Humain, trop humain. Écoute-moi plutôt. Faire table rase. Tu dis bien faire table rase. Voilà mon préfet en perroquet. Ne fais pas l'idiot. Tu m'as très bien compris. Tu sais que je ne suis pas devenu César par hasard. Sans partage. Aucun partage. Le monde m'appartient et ce n'est pas sans effort. Il me faut une nouvelle épouse. Popée. Oui, il me faut me débarrasser de certains gêneurs, de ces auteurs qui ont prise sur Rome par leurs écrits. Si les paroles s'envolent, les auteurs s'envoleront aussi avec leurs écrits. Le complot que nous sommes en train de déjouer nous permettra d'élaguer des rameaux nocifs qui obscurcissent notre horizon. Élagons, étais-on, faisons tomber des têtes. Ah, voici Popée. Nous en reparlerons. Une entrevue discrète avec Sénèque est prévue tout à l'heure. Il est venu. Je veux lui faire une surprise impériale. Tu peux compter sur moi, César. À l'avenir, il ne faudra plus m'appeler César. Je suis Néron, le seul et l'unique. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mère, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.